C'est un honneur pour moi, que dis-je, c'est un plaisir que de présenter Anne-Sophie Nissen, actuelle vice-rectrice à l'enseignement et au bien-être et très prochainement rectrice de l'Université de Liège. Je vous épargnerai le développement de sa carrière académique et son parcours de recherche. Ergonomie cognitive, intervention au travail, hypnose, impossible de faire une présentation digne de ce nom et digne de son nom. Par contre, rapidement, nous projetant vers demain, une belle photographie en couleur et de reprendre sa candidature et d'identifier, ils y sont d'ailleurs écrits en gras, les mots qui donnent et donneront sens à son nouveau mandat. Le projet s'intitule « Mon engagement ». C'est une femme engagée, oui. On y lit aussi qu'il y a une forme de gouvernance féminine. Oui. On y retrouve université publique, politique d'égalité, mise en acte, c'est une femme d'action, oui. Équipe, expérience, c'est une femme d'expérience, oui. Coopération respectueuse et bienveillante, solidarité, confiance, excellence par le soutien plus que par l'ascendant, besoin actuel, etc., etc. On y évoque aussi les hautes écoles, terme inconnu pour la plupart de ses pairs. On y évoque, bien entendu, bien d'autres choses qui donnent envie. Envie de synergie, envie de collaboration, envie de bien-être aussi. C'est dans cette perspective ambitieuse pour son université, mais aussi pour la société en général, que nous nous réjouissons de l'entendre et que nous la remercions pour sa présence, son analyse et les perspectives qu'elle en dégage. Nous sommes tout oui. Je suis très heureuse, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est la deuxième fois d'ailleurs que je viens. J'étais un peu perturbée par la date, puisque je fais mon discours de rentrée après-demain. Et il était déjà fait quand j'ai reçu les questions. Et je me suis dit, je ne vais pas faire le même discours ici. Donc je ne vais pas parler de mon programme. Vous pourrez, j'espère que peut-être vous pourrez l'écouter après-demain. Je voulais juste plutôt tenter de répondre à cette fameuse question. Quelle vision pour l'enseignement à l'horizon 2030? Et Alexandre, en fait, nous avait proposé 3 questions. Le rôle de l'université, enfin, pour moi, elle m'avait proposé ces 3 questions. Le rôle de l'université dans la ville, nos interactions avec les hautes écoles, et quelle pédagogie dans les 15 ans. Et j'ai choisi cette dernière question. Évidemment, je vais vous proposer la vision peut-être de la pédagogie universitaire, mais je pense que c'est déjà un premier pas quand on partage les visions de construire une vision commune. Et j'espère que nous pourrons échanger sur la vision des écoles aussi de la pédagogie, et je suis sûre qu'il y a évidemment des dimensions qui se regroupent. Alors j'ai pris quelques notes parce que j'ai voulu vraiment construire un raisonnement, et c'est peut-être du fait de l'ergonomie, ma formation d'ergonome, de psychologue du travail et d'ergonome, où on mêle évidemment l'acquisition des compétences et des nouvelles technologies. Et je trouve qu'avant de parler de pédagogie, en fait, pédagogie ces 15 prochaines années, il faut peut-être essayer d'imaginer le futur contexte des enseignements. L'ergonome part toujours de l'analyse du travail. Et ça sera quoi notre contexte de travail en tant qu'enseignant?
Aujourd'hui, en tout cas pour l'université a pour rôle, l'enseignement supérieur, de construire les compétences de haut niveau dont la société a besoin. C'est notre mission. Et elle le fait généralement, et depuis toujours, en organisant une transmission des connaissances, des savoirs. Ces connaissances, elles sont organisées généralement en savoirs spécialisés, en disciplines, mais aussi en métiers. Vous avez des facultés comme la faculté de médecine où on construit et on aide les jeunes à acquérir un métier et vont sortir en étant médecin. Les psychologues, c'est plus compliqué. Il y a des psychologues, il y a des journalistes qui sont formés à psychologie. Les ingénieurs, c'est aussi plus simple, peut-être. Donc on a ces deux structurations, en fait, dans notre enseignement. Et la pédagogie que l'on met en œuvre, elle est adaptée à cette mission de transmission des connaissances. Transmission des connaissances, mais aussi du mode d'emploi de ces connaissances. Quand est-ce que je veux utiliser telle connaissance par rapport à telle autre? Et ce qu'il faut vraiment renforcer, je pense aujourd'hui, c'est aussi le recul critique par rapport à ces connaissances, je pense. C'est cette analyse éthique et critique des connaissances que l'on nous transmet, que nous pouvons et que nous devons, je pense, renforcer dans nos enseignements. Et c'est indispensable, à mon sens, face à la société, à l'évolution de la société de nos vies aujourd'hui. On a vu aussi que ces 2 dernières années, à quel point les pédagogies sont dépendantes des technologies. Et elles sont dépendantes, en fait, des modalités d'interaction entre enseignants et étudiants. Et on voit que les technologies se glissent dans ces modalités d'interaction. Elles peuvent être en présentiel ou elles peuvent être en distanciel. Et on a vu à quel point nous avons besoin aussi, nous, de ce présentiel pour être bien. Et l'enseignement est lié au bien-être. Et le bien-être et l'enseignement sont évidemment corrélés au niveau de démocratie de nos sociétés. Donc je pense qu'on doit aussi avoir cet esprit critique sur les médias que l'on va utiliser dans nos enseignements. Et Michel Serres, en fait, rappelait que la transmission des savoirs a vécu de très grandes révolutions socio-technologiques dans l'histoire de l'Homo sapiens. Et il nous rappelait que la transmission des savoirs a d'abord été exclusivement orale, c'est-à-dire en fait culturelle. Tout était basé sur la mémoire, dans la tête, on avait des connaissances, et dans la transmission via des rites. Ensuite, on a vu l'invention de l'écriture qui a bouleversé évidemment cette transmission des savoirs. La connaissance pouvait s'archiver. Et ça change toute la relation qu'on a évidemment et le contexte du travail de l'enseignant avec les étudiants. En fait, la connaissance peut se libérer en partie de la mémoire humaine, puisque la connaissance est dans les livres. Et les lieux de connaissance deviennent des bibliothèques. Et nous avions des bibliothèques partout. Il y a eu tout un mouvement d'ailleurs de destruction de ces bibliothèques. Ça, avec le virtuel, je reviendrai. D'ailleurs, ces lieux de bibliothèque devenaient des lieux de pouvoir, protégés jalousement par certains individus qui avaient accès au savoir inscrit, écrit dans ces livres. Avec l'invention de l'imprimerie, l'écrit peut se diffuser et l'accès à la connaissance se libérer en partie du droit d'accès à la bibliothèque. On continue d'accéder quand même à la connaissance en lisant les livres, heureusement, en assimilant le contenu de ces livres. Et il faut non seulement savoir que les livres existent, mais il faut les étudier, les analyser, et la mémoire humaine, je trouve, reste donc essentielle. Donc on a affaire à l'écriture, à ces livres et à l'imprimerie. Avec Internet, avec la digitalisation, avec les moteurs de recherche, l'accès à la connaissance devient, en théorie du moins, à la fois universel, tout le monde y a accès, et instantané. Et nous avons des étudiants d'ailleurs qui perturbent nos cours régulièrement, qui mettent à mal les connaissances, et c'est une bonne chose. On accède non seulement à toutes les archives, mais quasiment en temps réel à la production des connaissances les plus récentes. Et le couple, en fait, moteur de recherche et base de données, va remplacer progressivement notre mémoire.
Et maintenant, je pourrais vous poser la question dans l'auditoire, qui connaît encore 20 numéros de téléphone par cœur? Heureusement, tout est sur le smartphone. Avant, nous les connaissions. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait facilement les dire, évidemment, puisqu'on les formait régulièrement sans notes. Donc on se rend compte en fait que le jeu de la mémoire, le rôle de la mémoire dans l'apprentissage est en train de changer, est en train d'être supplanté par ces nouvelles technologies. Donc le contexte de l'enseignement, je pense, doit analyser évidemment ces transformations. Dès lors, notre enseignement va devoir aussi évoluer. Nous n'avons plus besoin de savoir, mais plutôt de savoir chercher les connaissances, ou plutôt de savoir trouver où elles sont. C'est-à-dire évaluer les connaissances disponibles, les critiquer, les valider, et valider notre résultat de recherche. Et je ne pense pas que nous faisons déjà cela, en tout cas à l'université, dans tous nos enseignements. Alors, qu'est-ce qui va changer ces prochaines années? Du côté des connaissances, c'est-à-dire des disciplines scientifiques, pour nous, ce qu'on observe, c'est qu'on est vraiment devant une production exponentielle. On a des connaissances de plus en plus nombreuses qui sont diffusées par de plus en plus d'acteurs. Et en plus, leur diffusion augmente, mais la rapidité de diffusion augmente aussi. Et on a surtout une diminution de la validité de ces connaissances. Et ça, c'est aussi important dans nos enseignements. On estime par exemple que la demi-vie des connaissances dans le domaine médical est aujourd'hui de 5 ans. Ça montre à quel point la formation des enseignants est importante. La formation continue des enseignants. On a aussi une évolution rapide des disciplines scientifiques, l'apparition de nouvelles disciplines, l'émergence de besoins forts d'interaction entre les disciplines. Aujourd'hui encore, malheureusement à l'université, très cloisonnée, peut-être moins dans les hautes écoles, mais on a des facultés, et les facultés sont encore des silos. Le meilleur exemple de ce besoin d'interdisciplinarité, on en a parlé tout à l'heure, je pense, c'est celui de la transition environnementale qui exige une réponse multidisciplinaire. À la fois donc, avec les sciences évidemment de la sciences techniques, les sciences de la santé et les sciences humaines aussi. Et ce n'est que en mettant ensemble ces disciplines qu'on pourra trouver une réponse aux défis climatologiques. Du côté de l'usage des connaissances, c'est-à-dire donc des métiers, on a un peu une situation analogue. Le temps des métiers séculaires est révolu. On estime que 80% des métiers qui s'exerceront en 2030, donc 2035, n'existent pas encore. On estime aussi qu'en moyenne, les personnes qui commencent à travailler aujourd'hui changeront 5 fois de métier au cours de leur vie. D'où l'importance encore de la formation continue dans le programme. Et ceci pose à l'université un énorme défi de transformation, et à mon avis à l'enseignement supérieur aussi. Tellement énorme que de nombreuses analyses prédisent que dans les 20 prochaines années, les universités européennes seront incapables de produire, que ce soit en qualité ou en quantité, les compétences professionnelles nécessaires à nos sociétés. La plupart des grands groupes multinationaux, comme Airbus, par exemple, considèrent cette carence comme suffisamment grande et probable pour investir dans la création d'universités internes. Je ne parle pas de formation, je parle d'universités internes à Airbus. Ces universités internes et de processus évidemment de formation professionnelle interne qui sont beaucoup plus agiles et adaptés à leurs besoins que ce ne propose l'université. Avec une pédagogie très active, basée sur les passions des gens. On va donc faire des entretiens, demander aux personnes vers quelle direction ils veulent aller, quelles sont leurs passions, et leur proposer un changement de carrière par rapport pour entendre leurs passions.
avec évidemment les formations nécessaires, en utilisant toutes les capacités, notamment de la simulation, du virtuel, pour mettre les apprenants beaucoup plus rapidement en situation. Alors évidemment, l'université s'est adaptée et s'adapte, mais le rythme d'adaptation est lent. Il est donc probable que le partage actuel des rôles entre les universités, les hautes écoles et les formations professionnelles d'entreprise va considérablement évoluer dans les 15 prochaines années. On peut cependant imaginer que l'université va garder son rôle de transmission, en tout cas je l'espère, de savoir peut-être plus générique, avec une exigence encore plus grande de généricité, de transversalité entre les savoirs, qui est difficile à obtenir dans une entreprise spécialisée, pour servir de base commune en fait du métier, qui seront nombreux et changeants. Il va donc y avoir un mouvement croisé entre, à mes yeux en tout cas, entre d'un côté la poursuite de l'évolution naturelle vers une fragmentation toujours plus grande et une spécialisation toujours plus pointue des disciplines qu'on demande, et en même temps ce besoin de socle commun, générique et stable, que les établissements d'enseignement supérieur devront proposer. Nous allons donc devoir faire un très gros travail de réflexion collective pour identifier et délimiter ce socle commun qu'on peut proposer et pour redéfinir aussi le mode d'emploi de ces connaissances qu'on mettra dans ce socle commun. Mode d'emploi de ces connaissances, non seulement dans la formation qu'on va offrir à la jeunesse, mais aussi dans la navigation dans l'espace de plus en plus gigantesque et le capharnaüm des connaissances sur les réseaux. Et alors, nous pouvons adapter et peaufiner notre pédagogie future, je pense, après cette réflexion. Et là encore, nous aurons des mouvements contradictoires. D'une part, les progrès des outils de transmission à distance qui permettraient une désynchronisation des enseignements, qu'on a déjà vécu, déconcentrer aussi dans un lieu, qui sera multiple, pour aller chercher des cours comme on le fait déjà, aux États-Unis, à Harvard, à Stanford, en Inde, et en nous permettant donc de nous passer du modèle historique de la classe, au plan fil. On n'en a plus vraiment besoin, regroupant les élèves autour d'un enseignant. Et d'autre part, l'éducation, nous le savons, reste un processus intimement social qui ne pourra pas se passer de l'interaction, y compris physique, entre les étudiants eux-mêmes et entre les étudiants et le professeur. Et on aura donc sans doute à la fois le triomphe des MOOC qui sont déjà bien présents, ou l'équivalent en réalité virtuelle, les scénarios de MOOC virtuels, et de nouvelles formes d'apprentissage qu'il faut renforcer, des formes d'apprentissage du collectif, en collectif, dans la coopération, à la fois en coprésence et en réunion virtuelle. Certains enseignants à l'université, après la crise Covid, nous ont dit que les travaux collectifs étaient de meilleure qualité. Donc il y a quand même du positif. On se rend compte que dans les enseignements, donner un travail collectif est de plus en plus difficile. Cela a été aussi à cause du décret paysage qui faisait que les parcours étudiants étaient fort individualisés. Donc retrouver des moments où on pouvait tous se rassembler devenait difficile. Paradoxalement, la mise à distance a permis aux étudiants de trouver des moments communs dans des lieux séparés et de recréer du coopératif à distance. Donc finalement, nous allons devoir prolonger toutes ces adaptations, je pense. Ces adaptations que la Covid-19 nous a imposées à marche forcée, avec un impact pour le mental. Mais nous allons les prolonger de façon active, libre et volontaire,
avec un objectif, je pense, c'est la qualité de nos enseignements pour répondre